Bon, déjà, franchement, je peux pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Faut-il vraiment aller dans l'espace et sur d'autres planètes pour pouvoir nous confronter à l'inconnu, découvrir des choses? Franchement, la réponse est non, car c'est loin, c'est cher, c'est dangereux. Il y a plein de rayonnements cosmiques, vous venez de le voir. Et après tout, voilà, chez nous et sur Terre, il y a largement de quoi faire, non? D'abord, déjà, on a cette chose que quelqu'un a appelée une planète inexplorée qu'on a laissée pourrir dans notre jardin, qui s'appelle l'océan. Et dont on sait tellement peu de choses. Au point où qu'aujourd'hui, on a des meilleures cartes de la surface de la Lune que de ce qui se passe dans les fonds des océans. Et la raison est très simple, c'est que la Lune, il y a le Soleil, donc ça éclaire. Et dans le fond de l'océan, il n'y a pas de lumière, donc impossible de faire des photos par satellite. En plus, il y a plein de petites bêtes qu'on ne peut même pas voir, même quand on y va, on ne les voit pas. Voilà. Donc, c'est vraiment pénible. Alors, en quelques chiffres, je ne vais pas reprendre ici donc, le dossier qu'on a fait sur l'économie bleue, qui est sur le site de Solidarité Progrès. Je vais juste développer une partie qui est la partie de recherche des défis qui sont posés donc, pour la recherche. Alors, si on la connaît à peine, la mer aujourd'hui, ça couvre quand même 71% de la surface terrestre. C'est à peu près 99% du volume de la Terre, c'est l'eau. Déjà, cette mer nous rend des services inestimables. C'est 96% de l'eau que nous utilisons sur Terre pour l'industrie, l'agriculture, notre consommation, notre hygiène. Les fleuves, c'est totalement marginal. C'est la mer qui apporte par les précipitations l'eau dont nous avons besoin. La mer, contrairement à ce qu'on pense, disons la forêt tropicale, les plantes sur la terre ferme, c'est moins de 30% de ce qui nous apporte l'oxygène. Donc la mer, c'est le poumon, ça produit notre oxygène, ça absorbe le CO2, ça va le transformer même le CO2 c'est le meilleur écolo du monde. Il prend du CO2, le transforme en oxygène. Ça régule les climats. On va voir pourquoi. Sans la mer, la température sur Terre serait de 35 degrés plus élevée qu'elle est aujourd'hui. Et en plus, dans l'histoire, évidemment, ce qui s'intéresse à l'histoire de la vie, en fait, puisque la mer a créé l'oxygène, elle a quelque part créé les conditions pour que la vie a pu se développer sur les parties fermes. Elle a joué un rôle. Alors, pour l'homme, c'est une infrastructure planétaire naturelle. Aujourd'hui, 99% de nos informations passent par câbles sous-marins, pas par les satellites. Mauvais point pour Sébastien. La bonne nouvelle, c'est que Paris ne pourra jamais devenir la grande place financière dont fantasment Macron et Bruno Le Maire, pour la simple raison que les câbles sous-marins qui vont de New York à l'Europe, ils arrivent à Londres. Ils n'arrivent pas au Havre, ils n'arrivent pas à Paris. Et donc, si Paris n'a pas les câbles, on peut avoir son écran tapé sur Internet, mais si on n'a pas les câbles, ça ne marche pas. Et vous avez entre Chicago et New York des câbles où l'information passe à une vitesse quasiment supérieure à la vitesse de la lumière, puisque le trading à haute fréquence a besoin de ce genre d'équipement. Ensuite, donc, l'homme a bien compris donc, l'intérêt de la mer et de la proximité. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. La mer, bien sûr, c'est une source majeure. C'est à peu près 20% de nos protéines animales. L'homme lui-même est constitué à 70% d'eau. Et Kennedy, JFK, un jour, a souligné que en fait, le taux de salinité du plasma sanguin de l'homme est quasiment identique à le taux de sel que vous trouvez dans la mer. Donc nous sommes quelque part des mériens. Alors, je préfère le terme de l'économie du savoir,
Jacques Cheminade en a parlé ce matin comment ça s'appelait, les accords de Lisbonne. Donc je pense plutôt en termes de l'économie grise, de la matière grise, plutôt que de l'économie bleue. Aujourd'hui, tous les experts le reconnaissent, l'avenir de l'humanité passera inexorablement par la mer. Par exemple, on sait presque rien. Aujourd'hui, la mer contient 500 millions de substances chimiques. On n'en connaît que 100 000. Donc, entre 500 millions et 100 000, il y a beaucoup de choses à découvrir. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on croyait qu'on connaissait 10 à 15% de la faune et de la flore dans les océans. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on connaît moins de 1%. Parce que chaque fois qu'on y va, on découvre une chose, c'est qu'on c'était pas du tout ce qu'on avait prévu et que la part inconnue est encore plus grande que tout ce qu'on croyait en connaître. Après chaque expédition scientifique en mer, les biologistes sont obligés de repenser tout ce qu'ils croyaient savoir sur la mer. Alors, paradoxalement, et ça c'est un bon point pour Sébastien, c'est souvent ce qu'on appelle les exobiologistes, ce que les anglo-américains appellent les astrobiologistes, c'est-à-dire les chercheurs qui cherchent à démontrer qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers que sur Terre. C'est ceux-là, il y en a à peu près 300 en France, qui sont le plus passionnés par la mer. Parce qu'ils veulent envoyer des astronautes sur des planètes. Les astronautes vont découvrir la vie. Mais la vie, c'est quoi ? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a des formes de vivants ? Donc c'est aujourd'hui les exobiologistes qui sont les plus passionnés pour la recherche océanique. Tout ce qu'on a découvert depuis les années 80 a bouleversé notre compréhension du vivant. Alors très rapidement, je demande des réponses de la salle. Qu'est-ce qu'on trouve dans la mer ? Monsieur ? De l'eau. Ensuite, du sel. Attendez, pas tous à la fois. Des algues, donc des plantes. Des poissons. Des animaux. Du corail, oui. Des rochers. Des crevettes. Du plancton. Des plastiques, dit Jacques. De l'uranium, oui. Comment ? Des métaux. Des volcans, oui. Attends, on va voir. On trouve des Thomas Pesquet qui s'entraînent dans l'eau. Comment ? Oui, il est dans l'eau. Il est dans une piscine en train de se préparer pour un voyage spatial. C'est-à-dire que les aquanautes et les astronautes, ils se fréquentent beaucoup. Parce que si le scaphandre, pour aller dans l'espace, laisse déjà passer l'eau, c'est pas terrible. Hein. Alors, je vais rajouter des choses. On a dit des métaux. Oui, il y a des nodules polymétalliques sur le fond des océans. On peut aller les chercher. Il y a des métaux rares, il y a de l'uranium. L'énergie nucléaire sera bientôt classée énergie durable parce qu'on a réduit de moitié les coûts pour extraire en fait l'uranium de l'eau de mer et qu'on s'est rendu compte que les matières, l'uranium en fait qui est introduit par la Terre elle-même dans l'eau de mer, la quantité est supérieure de tout l'uranium que l'homme va pouvoir extraire de l'eau de mer. Alors c'est comme l'énergie solaire, dans 5 milliards d'années le soleil va s'éteindre, dans 5 milliards d'années il n'y aura plus d'uranium dans les océans. Entre-temps, on appelle ça une énergie durable. Bon. Alors, quelqu'un a dit du plancton. Alors, qu'est-ce que c'est le plancton ? Là, c'est très confus parce qu'il y a tout à la fois. Il y a des méduses, il y a des petites crevettes, il y a des krill, il y a des algues, il y a des larves, il y a des étoiles de mer, il y a plein de petites bestioles. Alors, pour y voir plus clair. Alors, on parle de la pyramide alimentaire marine. Donc, ici en bas, vous avez ce qu'on appelle le phytoplancton. Phyto, ça veut dire les plantes.
Donc c'est des organismes donc microscopiques qui sont des petites qui font justement la. En fait, ils flottent à la surface. Hein. Ça, c'est juste par rapport au volume. C'est-à-dire que là, on dit pour faire 100 grammes de thon, il faut 1 tonne de phytoplancton qui permet de nourrir 100 grammes de zooplancton, qui sont généralement les krill, qui sont des tout petites crevettes, qui permettent donc de nourrir des alevins, des crustacés, les tout petits poissons, etc., ou les anchois, les tout petits poissons qui, eux, nourrissent les poissons plus grands, et ainsi de suite. Alors ça, c'est mieux. Donc ici, vous avez en bas, vous avez le phytoplancton. Bah, c'est des plantes, donc ça marche avec la photosynthèse. Donc ils sont à la surface de l'eau, ils captent l'énergie solaire, et le CO2, ils le transforment en oxygène. Mais en bas, vous avez donc le phytoplancton nourrit le zooplancton, qui lui nourrit les petits carnivores, etc. Et voilà. Sauf qu'on a oublié l'essentiel. Parce que l'homme, on en a parlé souvent, l'homme est en fait aveuglé par ses sens. Voilà. Vous croyez que nos sens nous permettent de voir, très souvent, elles nous rendent aveugles. Parce que qu'est-ce qu'on a vu, c'est que pendant très longtemps, les gens voyaient la mer, vous allez en Méditerranée, vous voyez la mer, elle est belle, l'eau est translucide, l'eau est totalement transparente. Et en fait, les biologistes jetaient sur cette eau, ils prenaient 1 litre d'eau, ils analysaient et voilà, l'eau était morte, ils ne trouvaient rien. Les satellites le confirmaient. Il n'y avait pas de verdure, il n'y avait pas d'algues, donc l'eau est morte. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils faisaient les biologistes ? C'est qu'ils prenaient 1 litre d'eau, ils le filtraient. Mais leur filtre avait des pores qui faisaient 1 à 2 microns. Les pores, alors 1 micron, c'est 1/1000 d'un millimètre. D'accord ? Alors le problème, c'est que si vous avez un filtre avec des pores de 1 à 2 microns, c'est que 80% du vivant, il passe à travers. Il vous échappe. Alors, et c'était 80% justement du phytoplancton. Et ce qui nourrit le phytoplancton, ce qu'on appelle maintenant le bactérioplancton ou le vibrioplancton, c'est-à-dire des organismes absolument microscopiques qui permettent tout ce monde d'émerger. Aujourd'hui, le dogme de la mer morte a vécu. En 1986, il y a une doctorante new-yorkaise du nom de Lita Proctor qui a dit moi, je suis écolo, je veux voir combien de virus il y a dans la mer. Et à l'époque, on croyait que les virus, c'était la faute de l'homme. Donc, c'était quand les égouts tombaient dans la mer, là, il y avait des sales trucs qui tournent. Il y avait des épidémies, il y avait des virus, mais c'était venu de l'extérieur. Ça ne venait pas de l'intérieur de l'océan. Donc, elle commence à examiner ces échantillons sous un microscope électronique. Elle découvre un univers qui aurait évidemment réjoui Louis Pasteur, mais dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Alors, explorer à coups de sondes génétiques et de microscopes économiques est aussi quelque chose dont nous avons parlé en 1984 lors de notre conférence Pasteur, c'est-à-dire la spectroscopie, la biophysique optique, notamment un cytomètre de flux, c'est-à-dire c'est quelque chose où on fait passer les cellules dans un tuyau et on a un rayon laser qui peut analyser plus de 5000 cellules la seconde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de prendre 1 litre d'eau dans la mer et de compter en moins de 5 minutes. On peut compter combien de micro-organismes sont là-dedans et quelle est leur nature. C'est une chose... Alors, explorer donc à coups de sondes génétiques et microscopes électroniques, le plancton révèle un pléthore d'unicellulaires minuscules, des bactéries, paisibles micro-algues et tueurs sans pitié. C'est une jungle où les tigres n'ont ni dents ni griffes, mais au mieux des petites flagelles qui leur permettent d'attirer les proies vers leurs parois cellulaires qui forment une vésicule pour les enfermer puis les absorber doucement.
En se basant sur ce qu'elle a trouvé donc, dans ces échantillons, Proctor arriva à la conclusion que chaque litre d'eau de mer contient, selon les endroits, entre 1 et 100 milliards de virus. Ah oui, je vais revenir un peu. Avant de reparler donc Donc ça, c'est le zooplancton, c'est les petits krills, donc c'est les petites crevettes qui nourrissent les poissons plus grands et qui donc, eux, se nourrissent par le phytoplancton, qui est composé à 80% de choses très 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 belles, qui s'appellent les diatomées, qui composent 80% du phytoplancton. Alors ils sont très forts en géométrie, les diatomées, comme vous le voyez. Alors, vous voyez là, c'est le modèle pour le nouveau Stade de France, là-haut. Mais vous voyez là en bas, là, soit c'est des petites boîtes en fait. Donc ça, c'est des êtres unicellulaires sans noyau. D'accord ? C'est un peu des boîtes en fait. Il y a un fond et un couvercle et il y a un trou. Donc des formes absolument extraordinaires. Et vous voyez là 1 micron, donc c'est 1/1000 de millimètre. Donc la grosse boule là, que vous voyez, ça fait 6 microns, quoi. Alors, voilà, là vous avez la collection. Alors ces êtres-là, ça c'est tous des diatomées. Alors dans 1 litre d'eau, il y a à peu près entre 3 et 6 000 espèces différentes des diatomées. D'accord ? Alors ils sont très forts en géométrie. Donc ils font les cercles, ils font des aiguilles, voilà. Ensuite ils font des triangles gonflés, dégonflés. Après ils font des carrés gonflés, carrés dégonflés. Après ils font des pentagones. Après ils font des hexagones. Ça c'est il y a 10 côtés, donc 2 x 5. Et là, vous avez 2 x 7. Vous avez 14 côtés. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et ici, vous avez bien sûr, comme les plantes de tournesol, vous avez la double spirale. Donc vous avez toutes ces explorations. Ici aussi, vous avez la double spirale, comme dans les spirales de section d'or, etc. Tout ce qu'il faut pour... Vous voyez cette beauté du monde totalement invisible qui nourrit nos petites crevettes, qui nourrissent nos poissons et qui font, en fait, c'est eux qui transforment donc le CO2 en oxygène. C'est-à-dire que 50% de l'oxygène, en fait, elle est produite par eux. Donc si vous respirez 1 fois sur 5, il faut dire merci au plancton. Donc ça résume les chiffres. 1 litre d'eau de mer, 100 000 bactéries, et 10 à 100 fois plus de virus. Parce qu'il y a des bactéries, et vous avez des virus qu'on appelle des phages, qui sont des virus en fait, qui attaquent les bactéries. Et chaque fois qu'ils font exploser une bactérie, ils créent des milliers de virus supplémentaires. Donc, alors, ce chiffre donne le vertige, car en tout, cela voudrait dire que le nombre de virus sur Terre s'élève à 10 puissance 31, c'est-à-dire un peu plus, et là c'est un mauvais point, un peu plus que le nombre estimé d'étoiles dans l'univers, qui n'est que de 10 puissance 24. Alors, en 88, il y a 2 chercheurs qui font une autre découverte majeure. Ils découvrent l'existence d'une minuscule bactérie de 0,6 millième de millimètre de diamètre, à peine visible au microscope, qui s'appelle le Prochlorococcus. C'est cette chose-là. Ça, c'est la grande star du picoplancton. C'est donc une bactérie. C'est la bactérie le plus répandue ce qu'on appelle les organismes photosynthétiques. En fait, c'est une cyanobactérie. C'est-à-dire que vous avez des bactéries en fait, qui déconnent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pigments. Et ces pigments font du chlorophylle, en fait. Par exemple, dans le lac Tchad, vous avez la spiruline. On a constaté, il y a des anthropologues qui ont vu que les gens qui vivaient autour du lac Tchad vivaient plus longtemps que les gens ailleurs au Tchad. Pourquoi ? Parce que dans le lac Tchad, c'était l'eau extrêmement chaude. Vous avez des énormes colonies de bactéries qu'on croit être des algues. On appelle ça des microalgues parce qu'ils sont tout verts. Mais en fait, c'est des bactéries.
Et on les sort, on les sèche, on les mange. Et ça a 2 fois plus de protéines que la viande. C'est bourré de vitamines. Et c'est un excellent complément alimentaire. Déjà aujourd'hui. À elle seule, celui-là, là, la pizza verte, là, elle produit 20% de l'oxygène que nous respirons. Cette bactérie est extrêmement difficile à cultiver. Il n'y a que le laboratoire du CNRS de Roscoff, en Bretagne. C'est le seul laboratoire au monde qui a réussi à cultiver cette bestiole. Donc, vous voyez un litre d'eau de mer tout transparent, vous dites, moi je ne vois rien. Voilà, vous êtes devant 100 milliards de virus. Cela ne veut pas dire que si vous allez vous baigner, vous allez être condamné à mort. Il n'y a qu'une toute petite fraction. Les virus, c'est un peu comme les requins. Ils ont très mauvaise réputation. En effet, il y a une petite fraction qui s'attaque à l'homme et aux poissons. La majorité des virus s'attaquent à leurs copains, qui sont donc les bactéries et d'autres microbes unicellulaires. Leur rôle est fondamental. Les virus jouent un rôle fondamental dans la biodiversité, justement parce qu'ils luttent contre la bactérie dominante. Et donc, sans les virus, la biodiversité sera menacée, en fait. Parce que quand une bactérie se développe trop, elle va se faire liquider par les virus. L'activité des virus est absolument frénétique. Ils envahissent un nouvel hôte microbien 10 000 milliards de fois par seconde. Les virus tuent chaque jour entre 15 et 40% de toutes les bactéries dans tous les océans de la planète. C'est-à-dire que, et là, il y a des interviews des responsables de Roscoff qui disent, oui, alors je regarde mon phytoplancton le matin, c'est pas le même que celui du midi, et c'est surtout pas le même que celui du soir. Parce qu'ils se sont déjà reproduits, ils ont muté, etc. Donc c'est des choses, c'est un peu le canari du mineur. C'est-à-dire qu'on peut réellement suivre en direct l'état de l'eau. Il faudrait avoir vraiment un observatoire mondial du plancton, parce que c'est là où l'avenir, en fait, se joue. Les virus jouent aussi un rôle sur le climat. D'abord, comme on l'a dit, donc, ils font la photosynthèse, ils produisent une partie de l'oxygène, mais aussi il y a des algues qui libèrent du sulfure de diméthyle, qui est un gaz qui joue un rôle majeur dans la formation des nuages. Bon point pour moi. Ces nuages, bien sûr, en réfléchissant la lumière du soleil, refroidissent la planète et donc provoquent des ouragans. Non. Alors, en 2009, donc, il y a eu un grand voilier qui s'appelait Tara, qui a fait donc, qui a pendant 4 ans a fait le tour du monde, qui a ramassé 35 000 échantillons sur 110 endroits dans le globe. Tout ça a confirmé donc les découvertes dont je viens de parler. À bord de Tara, notamment donc un cytomètre de flux, cet appareil qui permet, grâce à un rayon laser, de compter et d'analyser 5000 cellules en quelques secondes. Et là aussi, on est comme dans la recherche spatiale, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des échantillons, de les ramener en France et de les analyser, ou au lieu d'aller sur la Lune, de les ramener quelques cailloux et de les analyser une fois qu'on est revenu, l'idée est vraiment d'envoyer nos laboratoires in situ, sur place, soit en profondeur, à la surface des mers ou dans l'espace, pour pouvoir faire les analyses sur place. Et pour ça, il faut évidemment des volabilités, il faut une présence humaine, bien qu'on peut la faire précéder par des vols robotiques. Parce qu'on a découvert que 80% des gènes des bactéries et 90% des gènes des virus, du bactérioplancton, ce sont des nouveautés. Donc c'est du matériel génétique qui nous est totalement inconnu, avec lequel on peut faire énormément de choses. C'est donc un monde fabuleux qui s'ouvre à nous, qui aurait passionné le grand Pasteur. En plus, beaucoup de ces virus sont adaptés à des environnements extrêmement hostiles, à des températures, ça s'appelle des virus extrémophiles, ceux qui aiment les conditions extrêmes, le très chaud, le très salé, le très acide, une capacité d'adaptation, contrairement à ce qu'on vous dit, que le réchauffement climatique est en train de... que le CO2 qui rentre dans l'océan, ça va acidifier les océans, c'est en partie vrai, mais énormément de ces formes de vie, ils ont une capacité d'adaptation, mais qui épate tout le monde.
avant de conclure, le séquençage génomique de toute cette nouvelle biodiversité nous a obligés de revoir de fond en comble notre classement du vivant en croisant les données avec les données paléontologiques. Et donc de reconceptualiser, tout le monde se rappelle de Haeckel et de Darwin avec un arbre de vie, où vous avez... parce qu'en fait, on prenait la morphologie, on comparait les formes, on classait, et on essayait de voir le classement des formes vivantes, mais en fait par leur morphologie extérieure. Donc là, en prenant l'ADN, en regardant dans les gènes, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des choses totalement étonnantes. Alors, ça arrive à quoi ? En gros, dans le vivant, il y a deux types. Il y a les prokaryotes qui n'ont pas de noyau. Il y a les eucaryotes qui, eux, ont un noyau. Après, vous avez les bactéries donc à gauche. Après, vous avez des archées qui sont presque la même chose que les bactéries, sauf qu'ils se comportent à moitié comme des eucaryotes et à moitié comme des bactéries. Donc, ils ne voulaient pas ni entrer dans l'un ni dans l'autre, donc on a dit, bon, voilà, on fait une catégorie à part. Alors, on pense qu'il y a 3,5 milliards, il y a eu la grande jonction, ce qu'on appelle LUCA, le grand ancêtre commun, et que archées, où les archéobactéries et les bactéries se sont rencontrées et ils ont donné naissance donc aux eucaryotes. Alors on ne sait pas d'où est venu le noyau, mais ça a donné, donc là vous avez toutes les nouvelles collections là-haut. Vous avez les fungi qui sont les champignons et vous avez les métazoa, donc qui donnent les animaux dans lesquels qui sont et qui donnent ensuite évidemment les pharaons, etc. Et vous avez une toute petite section, là, dans les plantes. Donc, c'est évidemment pas une vision centrée sur l'homme, mais ça, c'est c'est quand même quelque chose qui change complètement notre compréhension, donc, de la... Alors, le grand paradoxe, et c'est là où, quand on découvre... Ce qu'on découvre surtout, c'est qu'on découvre que tout reste à découvrir. Qu'on doit avoir cette doctrine d'ignorance, d'admettre de ne pas savoir. Parce qu'il y a 20 ans, en fait, les virus, ils ne sont pas classés comme des formes de vivants. Un virus, c'est un bout de matériel génétique, c'est un bout d'ARN ou d'ADN. Ce n'est pas supposé être vivant. Parce que pour survivre, le virus a besoin d'un hôte. Normalement, pour le vivant, il faut l'autonomie, il faut la sexualité, il y a tout un tas de critères. On a pensé jusqu'à maintenant que le vivant était défini par une autonomie. Les virus, ils ne sont pas autonomes. Ils vivent en symbiose. Et ça, c'est les grandes leçons, c'est que tous les êtres vivants, soit vivent dans un être plus grand, et hébergent des êtres plus petits. Votre estomac est plein de bactéries, et heureusement, sinon vous aurez bien du mal à digérer. Donc là aussi, on commence à complètement repenser et d'avoir cette cartographie du vivant qui n'est non plus basée sur le comptage des formes et des individus, mais qui va vraiment analyser les processus d'évolution, de reproduction, de développement. Donc, apprendre à vivre et à domestiquer les virus et les bactéries nous ouvre immédiatement des perspectives très intéressantes. D'abord, comprendre la vie et être capable de le dépister sur d'autres planètes. Parce que sinon, on a des problèmes. Beaucoup de météorites, il y a du matériel organique. Il y a des acides aminés. On a du mal à voir. Il faut valoriser cette infinité de molécules et d'agents vivants capables de nous offrir des antidouleurs à la place des opiacés. On est en train de développer des nouveaux antidouleurs à partir de coquillages de mer. C'est pas trop tôt. Des antifongiques, des antibiotiques, des enzymes et d'autres composés. En plus, on pourra, et il faut y travailler, c'est de mettre au point une alternative aux antibiotiques qui commence à être, dans certaines circonstances, surtout quand ils sont très mal utilisés, en bout d'efficacité. Pourquoi ? Parce que depuis un siècle, depuis 1917, pour être précis, il y avait des gens qui avaient attrapé la grippe espagnole ou une autre maladie bactérienne,
Et en fait, on s'est rendu compte que le malade, il était malade à cause d'une bactérie, mais en même temps, il avait attrapé un virus. Et en fait, le virus l'a guéri. C'est-à-dire que le virus, dans le corps humain, a détruit la bactérie. Parce que le virus se reproduisait plus vite que la bactérie. Donc il y a un livre, vous pouvez trouver qui s'appelle la phagothérapie. C'est-à-dire utiliser, si l'homme peut maîtriser les virus, il peut en fait commencer à utiliser les virus pour détruire les bactéries qui nous rendent malades. Ça devient envisageable. C'est pas encore fait, mais on peut le faire. Ensuite, mettre au point, donc, ok, ça j'ai dit. Quatrièmement, utiliser les bactéries, notamment pour détruire donc, les déchets, notamment les plastiques qui sont dans les océans. Ça devient maintenant quelque chose que tout le monde envisage et qu'on doit et on peut faire. Et enfin, autant qu'on pourra intervenir sur le climat, comme Sébastien l'indiquait, autant on peut... Il y a même des écologistes radicaux qui, pour lutter, qui ont dit « Ah, mais celui qui réduit le CO2 le plus, c'est le plancton. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le plancton dans les océans ?» Par exemple, on peut mettre du fer. On peut faire des choses pour aider le plancton à faire son boulot. Alors, c'est peut-être pour des raisons discutables, etc. N'empêche que si on veut augmenter donc, toute la chaîne alimentaire, augmenter la production donc des protéines animales qu'on pourra sortir de la mer, on peut penser à augmenter, à fertiliser, en quelque sorte, les océans et les rendre plus productifs dans la production de ces aliments. Voilà donc un des enjeux de cette recherche, où presque tout reste à explorer, où tout peut être repensé, tout peut être fait, notre développement économique, notre alimentation, notre santé, notre transport, notre sécurité, notre façon de vivre, de travailler ensemble, parce que bien sûr la mer, c'est un des biens communs de l'humanité, où il va falloir travailler avec les BRICS, avec beaucoup d'autres pays. Je conclus avec une citation de l'océanographe Jacques Rougerie, qui dit « Il y a 4 civilisations distinctes, les terriens, donc ceux qui ont peuplé la Terre, les marins, donc ceux qui ont utilisé les océans pour aller d'un continent à l'autre. Ensuite, il y a les mériens, c'est-à-dire ceux qui sont allés vivre sur la mer. Et ensuite, l'espace, et la civilisation de l'espace. Voilà le chantier devant nous. La route de la soie ne sera donc pas seulement maritime, mais sous-marine. »